Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information consacrée à notre programme court Choisir la bonne stratégie et les bons arguments pour négocier. Je m'appelle Pedro Mota, responsable de recrutement à HEC Paris, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le directeur académique du programme dont nous allons vous parler pendant les prochaines 30 minutes. Bonjour Lionel, est-ce que je puis vous demander de vous présenter ainsi que votre programme? Bonjour Pedro, merci Bonjour. beaucoup. Alors effectivement, nous allons parler du programme de négociation, programme court de négociation qui s'intitule Choisir la bonne stratégie et les bons arguments pour négocier. Donc je vous propose trois points d'intérêt. Pourquoi participer à ce programme? En quoi consiste cette fameuse compétence de négociation qu'on considère aujourd'hui comme une clé des soft skills et comment on travaille en fait dans ces 4 journées de séminaire. Voilà les 3 points que je vous propose d'aborder. Donc, pourquoi participer à ce programme d'abord? Pourquoi participer à ce programme? C'est que la compétence de négociation, je pense que ça échappe de moins en moins à personne aujourd'hui, s'impose de plus en plus comme un atout véritablement dans la vie professionnelle. Un atout pourquoi? D'abord pour faire avancer des projets dans l'entreprise. On s'aperçoit que tout responsable de projet a de multiples négociations, à la fois sur les ressources, sur la planification, sur les délais, et que sa compétence de responsable de projet est très dépendante en fait de son talent de négociateur. Deuxième raison, la défense des offres et des marges face à la concurrence. Ça, c'est plutôt la négociation tournée vers l'extérieur. Et c'est vrai que dans l'entreprise, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont confrontés à l'extérieur, à la fois pour faire des offres, pour négocier avec des interlocuteurs parfois très aguerris en matière de négociation et défendre ses marges. Bon, la dimension évidemment compétitive renforce le talent et la nécessité du talent de négociateur. Le troisième registre aussi, c'est plus en interne. Et beaucoup de gens et des participants d'ailleurs nous le disent, la négociation en interne est parfois plus difficile qu'en externe avec les fournisseurs ou les acteurs ou les parties prenantes. Parce qu'en interne, il y a des liens, il y a une dimension hiérarchique, il y a de la transversalité et le fait d'aller vers une certaine collégialité des décisions passe par une attitude de coopération et donc une attitude de négociation. Négocier en interne des bonnes décisions, c'est se garantir un petit peu plus d'avoir une bonne implication des gens parce que quand ils participent à les décisions, normalement, ils se montrent plus impliqués dans les décisions qu'ils ont à promouvoir. Et puis, j'ajouterais, faut aussi penser à soi, c'est que dans la carrière, dans sa carrière personnelle, booster son parcours professionnel, ça passe aussi par des moments clés et donc des négociations. Et là aussi, pas mal de participants font cette remarque eux-mêmes en disant peut-être que la personne que j'ai le plus de mal à vendre, c'est moi-même. Et donc, ce que l'on montre dans la négociation, c'est aussi le fait que dans la négociation, dans l'interaction avec l'autre, c'est savoir s'imposer, savoir s'affirmer, savoir défendre ses valeurs, mettre son projet en évidence. En clair, savoir, sans que ce soit péjoratif, savoir se vendre. Donc, pour ces 4 raisons, je crois que les compétences de négociation s'avèrent de plus en plus vraiment un élément décisif dans l'évolution d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Les bénéfices maintenant qui sont travaillés dans ce programme. Alors, ils sont assez nombreux, évidemment, et pour faire simple, je me suis concentré sur 6 centres d'intérêt et 6 bénéfices majeurs. La première des choses, c'est que dans la négociation, il y a un esprit de méthode dès la phase préparation. Il faut être prêt à se négocier. C'est la partie invisible de la négociation. Donc ce travail-là se fait à partir d'une grille, une grille qui permet de réduire l'incertitude. Beaucoup de négociateurs y font référence. C'est vrai que l'interaction, le face-à-face, une fois qu'on est vraiment dans l'échange, est important, mais quand même, ce qui a été fait avant est un élément souvent déterminant. C'est la partie invisible de la négociation. L'information, c'est un trésor de guerre. Se préparer, réduire l'incertitude, anticiper, met en évidence véritablement le degré et l'esprit de méthode qu'on a eu pour se préparer à négocier. C'est quand même dommage de considérer en permanence que les négociations parfois échouent parce qu'on ne s'est pas assez préparé. Je sais que c'est dans l'air du temps, mais je crois qu'il faut se faire vraiment une raison sur ce plan-là en disant que la préparation, c'est le premier investissement du négociateur. Le deuxième registre, les techniques d'écoute et de questionnement, parce que la consultation est un temps fort et c'est le temps
préalable de la négociation. Combien dans le domaine social ou dans le domaine commercial de fois on entend des gens dire on n'a pas assez consulté, on n'a pas bien consulté. Dans l'univers commercial, c'est ce qu'on appelle la phase découverte. On n'a pas questionné, on n'a pas été chercher les éléments dont on a besoin, on n'a pas été dans une co-construction avec l'interlocuteur. Donc ce savoir-faire de consultation passe par la qualité de l'écoute, évidemment, et le registre du questionnement. Donc ça, c'est un domaine qui est fortement travaillé dans le séminaire et nous avons tous sur ce plan-là, non pas forcément une découverte à faire, mais du perfectionnement et de l'amélioration de réflexes à renforcer. Le troisième registre, si on pourrait dire que le thème que l'on vient de quitter, c'est un petit peu le savoir-faire du médecin dans la phase consultation, il y a maintenant un savoir-faire de l'avocat, puisque tout négociateur, à un moment donné, est le promoteur de sa solution. Donc, il nous faut argumenter et persuader. Et là, on touche à la rhétorique. Le savoir-faire de l'argumentation, la qualité de l'argumentation, la valorisation de la proposition que l'on a à faire et le travail de persuasion, c'est-à-dire faire adhérer l'interlocuteur, exercer une influence positive, surtout lorsqu'il y a de l'hostilité, lorsqu'il y a de la résistance, lorsqu'il y a des réticences. Donc, tout négociateur est un réducteur d'écart, en quelque sorte, puisque le propre de quelqu'un qui argumente, c'est de tenter ou d'ouvrir les yeux à quelqu'un qui ne veut pas voir certaines choses, ou de rallier à sa cause des personnes qui, a priori, ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est proposé. Le quatrième registre qui est central dans la négociation, on pourrait dire que si on voulait faire une formule, d'ailleurs, un bon négociateur, c'est un bon gestionnaire de marge de manœuvre, c'est que nous n'avançons pas dans la négociation sans limite. Forcément, nous avons des limites. Et ce que l'on appelle l'hypothèse haute et l'hypothèse basse dans la négociation, c'est ce qu'on met sur la table. Quelle hypothèse, sur quelle hypothèse on commence sa négociation et jusqu'où on peut aller. Donc, c'est dans cet espace-là que se joue la négociation. Le savoir-faire de gérer des concessions, gérer des contreparties, trouver les meilleurs aménagements. Comme le disent souvent les négociateurs et les médias reprennent d'ailleurs cette formule-là, il n'y a de négociation que si les lignes bougent. Il faut faire bouger les lignes. Le pire d'une négociation, c'est la négociation qui est une guerre de position, c'est-à-dire une sorte de guerre de tranchées. Malheureusement, dans certains domaines diplomatiques, commerciaux, sociaux, on a des négociations qui, à certains moments, piétinent, n'avancent pas, voire s'enlisent, parce que chacun conserve et bétonne ses positions. Donc, cette culture de la gestion de la marge de manœuvre, c'est vraiment l'art de la dynamique de la négociation, c'est-à-dire bouger, avoir un certain mouvement, amener l'interlocuteur lui aussi à bouger, puisque dans la négociation, la finalité, c'est de se rencontrer quelque part. C'est de converger forcément quelque part. Quatrième registre qui plaît beaucoup et qui a un impact très fort sur les participants qui aiment bien négocier, qui ont une expérience de la négociation, c'est de faire aussi de la négociation une sorte de jeu au sens de la stratégie. Stratégie du négociateur, c'est on met la balle au centre, on joue comment ? En fonction du contexte, en fonction de l'interlocuteur, en fonction de ce que l'on peut défendre, en fonction du rapport de force, par exemple, élément clé souvent du négociateur, comment je conduis ma négociation. C'est l'art de la manœuvre. Est-ce que, par exemple, je choisis un engagement très fort d'entrée ou est-ce qu'au contraire, je laisse venir ? Comment j'aborde les différents sujets, dans quel ordre je les aborde, c'est-à-dire créer des temps forts dans la négociation. C'est vraiment l'art de la stratégie. On peut penser au jeu d'échecs, on peut penser à l'art de la guerre de Sun Tzu, on peut faire des références à cette dimension un peu d'anticipation et de capacité à prendre en compte les différents éléments. Et du choix de la stratégie peut dépendre le sort de la négociation. De belles négociations parfois qui aboutissent dans des conditions difficiles, quand on décortique un petit peu ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'il y a eu des choix positifs, des choix profitables, bénéfiques en matière de stratégie. En clair, c'est un peu comme un tacticien pour un entraîneur avec son équipe. Il a choisi la bonne tactique, la bonne stratégie. On pourrait dire que c'est l'intelligence du jeu. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, le dernier sujet de la négociation quand même, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une dimension émotionnelle dans la négociation. Il faut en faire une ressource plutôt qu'un frein. On est fortement mis à contribution à titre personnel. Et pour faire simple, par exemple, dans la négociation se joue beaucoup de choses entre la fermeté et l'ouverture. Un négociateur doit à la fois faire preuve de fermeté, mais en même temps d'ouverture.
pas que de fermeté, parce qu'il sera psychorigide, pas que d'ouverture, parce que sinon il passera pour un négociateur sympa qui dit oui à tout, et ça ne marche pas. Forcément, les deux postures sont convoquées dans la négociation. Je dois être capable de tenir parfois le cap, c'est-à-dire faire preuve de fermeté, mais en même temps être capable de faire preuve d'ouverture. Et là, ça nous sollicite beaucoup sur le plan psychologique. Il y a des gens qui ont du mal parfois un peu à s'affirmer, donc il y a un travail de renforcement émotionnel sur les situations difficiles. Et puis, il y a des gens qui ont besoin à certains moments de comprendre que la nécessité de l'ouverture, que ce n'est pas de la faiblesse, que ce n'est pas être influençable, que d'entendre, d'accepter le point de vue de l'autre et de vivre ça émotionnellement le plus correctement possible. Donc ça, ce sont les 6 centres d'intérêt sur lesquels on travaille dans le séminaire, qui font l'objet on va le voir tout à l'heure, d'exercices, de prise de conscience et d'un travail et d'un partage d'expérience. Alors, comment on travaille? Comment ça se passe? C'est un séminaire de 4 jours, donc en présentiel ou en distanciel. Il y a 5 sessions qui sont prévues en 2021. Sur les 4 journées, nous avons 6 études de cas. Elles sont empruntées dans tous les domaines, le champ commercial, le management, les situations d'interface dans la vie de tous les jours. Donc, ça permet d'avoir une vision assez large de la négociation, vraiment sur les fondamentaux de la négociation. Il y a des apports théoriques solides qui complètent les études de cas, qui toutes sont jouées à la vidéo sous forme de simulation. On compte aussi beaucoup dans ce séminaire sur le partage d'expériences entre participants. On s'est aperçu dans la vie qu'il y a souvent un déficit de ce côté-là. Les gens restent eux-mêmes un petit peu avec leur expérience personnelle de la négociation. On n'en parle pas assez, on ne partage pas assez. Et on s'est aperçu dans le séminaire, par exemple, de 4 jours, là, que cette valeur ajoutée, cet échange, ces récits de négociation qui sont partagés par les acteurs, constituent un élément aussi très important de la réussite de cette formation et de ce séminaire. Et puis, l'ouvrage Les fondamentaux de la négociation qui est offert à chaque participant à la fin du séminaire, offre là aussi à la fois de revenir sur les fondements théoriques de la négociation et puis offre également des quiz, des tests, des autodiagnostics et quelques études de cas qui permettent toujours de prolonger, d'aller un petit peu plus loin dans la négociation. La négociation, c'est une compétence clé, c'est une compétence qui, à la fois, peut être entraînée tous les jours, puisque chaque situation de négociation est presque une situation d'entraînement. En tout cas, on y incite beaucoup les participants, et c'est en ce sens-là que c'est conduit. On a tous une compétence de négociation, on peut tous l'améliorer, on peut la développer, on peut la perfectionner. Et dans le fil un petit peu de ce que disait Kennedy, ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. On est bien dans l'esprit de l'idée d'HEC, là, c'est d'apprendre à oser. Parce que la négociation, c'est aussi ça, c'est affronter des peurs, c'est vrai, mais il ne faut jamais avoir peur de négocier. Voilà l'esprit un peu dans lequel nous travaillons dans ce séminaire. Donc, je crois que, Pedro, tu peux nous parler à qui s'adresse le programme, peut-être? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup, Lionel, pour cette belle présentation. C'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, à qui s'adresse le programme? Donc, voilà, ça s'adresse à des gens, mais aussi des managers ayant à mener des négociations d'affaires, à la fois de management, aussi commercial, que ce soit dans la vente, mais aussi dans l'achat, mais comme Lionel l'a dit tout à l'heure, aussi dans le domaine social. Donc, on englobe tous les champs, tout à fait. Voilà. Voilà. Souvent, nous avons des gens qui ont une expérience forte dans la négociation, qui sont autodidactes et qui ont déjà un certain savoir-faire dans cette matière. Voilà, je vais vous donner quelques exemples de type de profil que nous avons sur nos promos. Voilà, à la fois, on a des cadres commerciaux, des ingénieurs, responsables de projets, mais aussi des acheteurs professionnels. Donc, maintenant, je vais vous en parler. Vous pouvez avancer. Voilà. Donc, merci Lionel. Comment se candidater au programme? Donc, toute personne ayant les prérequis nécessaires, ils pourront s'inscrire à cette formation en complétant le bulletin d'inscription qui va apparaître juste à côté. Voilà, il y en a encore une autre page, Lionel, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour se candidater, il suffit de m'envoyer ce bulletin d'inscription dûment rempli. Voilà, il me faut renvoyer signé, mais aussi, si possible, cacheté.
Donc, j'apprécierais aussi que si vous pouvez m'envoyer un CV afin que je puisse faire une première analyse de votre profil pour savoir si vous attendez donc les prérequis de cette formation. Pour information, ce programme est éligible au compte professionnel de formation, mais aussi, voilà, vous pouvez vous rapprocher de votre département RH pour une prise en charge de votre entreprise IO de son OPCO. Voilà, donc maintenant, j'aimerais vous en parler donc, des plusieurs sessions que nous allons avoir pendant toute l'année. Donc, il y en a bien 5. Donc, la première, elle aura lieu, il va débuter donc le 13 avril prochain jusqu'au 16. La deuxième, donc du 22 au 25 juin. La troisième, du 21 au 24 septembre. La quatrième, du 16 au 19 novembre. Et enfin, la dernière, elle aura lieu le 14 jusqu'au 17 décembre. Pardon. Voilà, je vous rappelle également que la date limite pour se candidater à la prochaine session, elle aura lieu le 2 avril donc, de cette année. Voilà, donc vous pouvez avancer, Lionel, s'il vous plaît. Voilà, je vous affiche déjà mes contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler. Je serai là pour vous répondre à toutes les questions. Donc, maintenant aussi, j'aimerais en profiter pour vous dire, profitez-en du moment. Je pense que c'est votre partie préférée normalement des webinaires. Donc, Lionel et moi, nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions qui vous en avez, qu'il suffit juste d'écrire sur l'onglet questions et réponses. Voilà, je vois qu'il y en a déjà une petite question. Quel est le premier objectif de négociateur? Lionel, je peux vous laisser répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, le premier objectif du négociateur, d'abord, c'est d'aboutir. Je crois que l'une des difficultés la plus grande parfois, c'est quand on a un interlocuteur en face de soi qui ne veut pas négocier. Donc, c'est aboutir, c'est co-construire ensemble quelque chose. Je crois qu'il y a un esprit très pragmatique dans la négociation. C'est tout à fait différent de l'art du débat. On voit ça chez les politiques, par exemple. Il y a des grands débatteurs qui sont de piètres négociateurs. Parce que le négociateur, sa finalité, ce n'est pas de chercher à avoir raison, c'est d'obtenir l'accord de l'autre. Et ça, c'est vraiment un domaine sur lequel nous travaillons beaucoup dans ce séminaire. Ce n'est pas chercher à avoir raison, c'est le problème de l'expert parfois. Mais la négociation, il faut obtenir l'accord de l'autre. Donc, la finalité, c'est ça. Et si possible, obtenir cet accord avec, si possible, une bonne qualité d'adhésion. Donc, vous avez entendu parler des conceptions d'inspiration américaine sur le win-win dans la négociation. Elle reste juste, elle reste vraie, même si dans certains cas, le contexte conflictuel nous en éloigne. Néanmoins, la finalité du négociateur, c'est d'obtenir un accord dans un contexte, si possible, de bonne qualité d'adhésion. Donc, aboutir à un résultat, maintenir la relation et co-construire ensemble quelque chose. C'est ça la finalité du négociateur. Super. Je vois qu'il y a une autre question qui nous disent quel est le coût de cette formation. Donc, cette formation coûte 5 400 €. Voilà. Il y a une prochaine question qui dit quelles seront les techniques, les méthodes abordées. Lionel, je vous laisse répondre, s'il vous plaît. Oui, alors les techniques et les méthodes, c'est vrai qu'il y a dans la négociation des techniques et des méthodes qui sont dédiées à chacune des parties qu'on a évoquées tout à l'heure. Par exemple, on passe en revue pour la qualité de la consultation les différentes techniques de questionnement, les 6 grands types, les grandes familles de questions qui font la qualité et la productivité vraiment d'une consultation. En ce qui concerne l'argumentation, on vient plus sur un terrain rhétorique là et on analyse ensemble la construction d'un argumentaire, la construction de l'argumentation, un petit peu à l'instar d'un avocat qui doit à un moment donné, par exemple, expliquer son prix, expliquer la solution, expliquer pourquoi il a choisi telle option plutôt que telle autre. Donc là, c'est vraiment le savoir-faire argumentatif. Alors, dans la vie courante, en général, on est assez autodidacte en la matière. On a appris dans la vie de tous les jours et sur le terrain à argumenter. Bon, là, ce qu'on introduit, en tout cas, c'est ce que nous disent les participants, c'est un peu plus de rigueur quand même. Et même si ça paraît drôle parfois, alors qu'on est très averti d'un domaine, de penser qu'on le maîtrise bien, la rhétorique et l'argumentation, quand même, c'est un moyen, par exemple, d'identifier vraiment comment on s'y prend. Je donne un petit exemple. Si j'ai 3 arguments à faire valoir, contrairement à ce qu'on a appris dans l'art de la dissertation, à l'oral, c'est par le premier argument le plus fort qu'il faut commencer et non pas terminer par le plus fort. Ça a été vérifié dans la rhétorique, les anciens le savaient, là. L'argumentation, d'emblée, l'empreinte que l'on crée avec le premier choix argumentatif est une clé tout à fait déterminante.
Donc, il y a des outils dans ce travail sur l'argumentation. Et puis aussi, alors, s'agissant de la stratégie, par exemple, la prise en compte des deux options stratégiques. Globalement, quand on prend de la hauteur, c'est pour ça que les intellectuels parfois sont peut-être pas toujours très à l'aise en stratégie parce que ça leur paraît trop simple, mais tragiquement, dans la négociation, on pourrait dire qu'il y a deux options possibles en matière de stratégie quand on met la balle au centre. Ou bien on s'engage, c'est-à-dire on est force de proposition, on met sur la table une proposition, on avance dessus, et puis on accepte éventuellement des réaménagements ou des concessions. Et deuxième version stratégique, ou bien on laisse venir, c'est-à-dire on laisse l'interlocuteur prendre l'initiative parce qu'on se sent parfaitement capable et à l'aise derrière de faire des contreparties, de demander des modifications et de travailler sur la proposition de l'interlocuteur. Donc ce choix stratégique, il est capital. Ai-je intérêt dans la situation-là à prendre l'initiative et à mettre des offres sur la table, ou ai-je intérêt, au contraire, à laisser venir? Alors, de temps en temps, dans le séminaire, je prends quelques exemples dans l'actualité, parce que les gens y sont confrontés en général, et on a des beaux cas d'école, à la fois de belles réussites et parfois des échecs ou des piétinements assez sérieux. Par exemple, on prenait l'année dernière, avant la crise sanitaire, l'exemple de l'avancement de la négociation sur les retraites, par exemple, pour montrer justement qu'il y a eu très sévères critiques à faire valoir sur la manière dont le projet a été conduit en termes de stratégie. Très, très, très grande difficulté. Donc là, on peut montrer à travers des exemples dans l'actualité les choix stratégiques et les méthodes stratégiques. Très bien, merci Lionel. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous demande où est-ce que cette formation elle aura lieu. Donc, elle aura lieu au château, donc du campus d'HEC Paris à Juillon-Josas. Donc, sachez de toute façon que à la fin de ce webinaire, au plus tard demain, je vais vous envoyer un email récapitulatif avec toutes les informations importantes, que ce soit à la fois du contenu, les objectifs, comment se candidater. Je vous enverrai également donc toutes les dates, etc. Voilà. En plus, vous allez être en lien directement avec moi, donc n'hésitez pas à me poser toutes ces questions. Je vois que Nathalie nous pose d'autres questions. Donc, présentiel, distanciel, 4 jours groupés. Oui, tout à fait. Donc, à la fois, on peut faire ce programme en présentiel, mais aussi nos programmes aujourd'hui sont préparés d'une façon hybride afin que les gens qui ne puissent pas nous rejoindre et puissent à la fois aussi faire ce programme en ligne. Voilà. Quel livre nous conseillerez-vous de lire pour avoir une première approche à la négociation? Donc, c'est là, je vous laisse répondre, et Lionel. J'ai du mal à faire la promotion du mien. Non, il y a sérieusement les fondamentaux de la négociation, qui est l'ouvrage du séminaire, d'ailleurs la référence théorique du séminaire. Il y a une littérature assez considérable sur la négociation. Il y a à l'origine une littérature d'inspiration américaine, et une production assez importante depuis les années 70-80. Les enseignants de Harvard, de Fisher-Reury, par exemple, bien réussir ces négociations. Et puis, il y a eu un très beau relais en Europe et en France en particulier de travaux sur la négociation qui ont vraiment approfondi la négociation dans une dimension peut-être plus réaliste que les Américains sur le simple principe de la négociation raisonnée win-win, qui nécessite des conditions quand même qui ne sont pas toujours remplies. Il y a des terrains conflictuels, il y a des rapports de force. Donc je crois que beaucoup d'auteurs aujourd'hui ou beaucoup d'ouvrages ont su prendre en compte ces dimensions-là, c'est-à-dire donner à la négociation quand même une forme d'exercice qui prend en compte les réalités. Et les réalités ne sont pas simples parfois. Parfois, c'est pot de terre contre pot de fer. La négociation est asymétrique. Il y a des déséquilibres dans la négociation parfois. Et puis, il y a aussi des chocs de titans dans la négociation, à très haut niveau. Donc, les ouvrages qui aujourd'hui sont intéressants sont tous ceux qui ont une dimension à la fois stratégique, mais aussi psychologique, qui prennent en compte largement la dimension humaine et le rôle des acteurs. Alors, on fait référence assez souvent, d'ailleurs, dans ces ouvrages, à des grands acteurs négociateurs. Bon, Churchill a été pris comme exemple, Kissinger a été pris comme exemple, notamment. Donc, il y a dans l'histoire aussi des belles traces. Nous, on a une tradition aussi diplomatique. Je fais souvent référence, par exemple, à Talleyrand. Talleyrand qui a su, dans la négociation au Congrès de Vienne, exercer la négociation de façon magistrale dans une situation de rapport de force épouvantable, déséquilibrée.
il sauve quand même les frontières du pays de l'époque. Alors que sur le papier, n'importe quel parieur, entre guillemets, aurait donné la France vaincue. Mais lui, parce qu'il a un savoir-faire stratégique, tacticien extraordinaire de la négociation, bah, il sauve ce qu'il peut, quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, il y a une littérature assez importante sur le sujet. Vous regardez sur Internet. Il y a aussi sur Internet également des séquences aujourd'hui intéressantes de négociations. Il y a des films, par exemple, le film Diplomatie, par exemple, qui date de 3 ou 4 ans seulement, qui est un formidable film sur la négociation. Donc, ça aussi, c'est un apport culturel. Je cherche à alimenter dans le stage tous ces éléments pour nourrir un petit peu la culture du négociateur. OK, nous avons une dernière question de Mathieu qui nous demande combien de participants par session. Donc, nous estimons que 15, c'est notre maximum afin que, en fait, tout le monde puisse faire le tour de la table et pouvoir aussi, donc, participer, donc, à toutes les cas qui vont vous être présentés. Voilà, en vue que vraiment tout le monde puisse participer et que tout le monde, voilà, tout le monde en fait en participe dans le sens que cela, ça va vous apporter quelque chose. Et c'est le but aussi, on ne veut pas laisser personne de côté. Oui. Donc, parce que là, sur 4 jours, c'est un véritable séminaire on peut parler de training. On fait 6 études de cas. Donc, effectivement, il y a une contrainte, mais il ne faut pas le voir comme une contrainte. Au-delà de 14-15 participants, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Mais sinon, on peut faire des conférences sur une journée de sensibilisation à la négociation, c'est autre chose. Mais là, ce séminaire-là, c'est véritablement un séminaire qui est orienté dans l'esprit training, c'est-à-dire acquisition, perfectionnement, amélioration, avancement, on fait du debriefing, on travaille ensemble. Donc, en général, c'est 12 à 15 participants. Voilà. Donc, nous devons terminer, mais par contre, on va répondre à cette dernière question. Si vous voulez peut-être répondre, Lionel, quelles compétences acquises sont évaluées? Alors, les compétences qui sont évaluées, c'est la capacité d'écoute, la qualité de la consultation, le savoir-faire stratégique, les bons choix stratégiques du négociateur, l'efficacité argumentative et le savoir-faire de concrétisation. C'est les 5 grands thèmes qui font l'objet, dans la certification d'ailleurs, d'une notation et qui sont dédiés à l'évaluation. Toute chose que j'observe à travers ou bien le comportement des participants pendant la session, mais surtout pendant les études de cas vidéo, qui sont de véritables épreuves et des occasions d'expérimenter et de voir à l'œuvre si oui ou non une compétence a été mise en œuvre et si elle est, on peut dire acquise. C'est super. Merci Lionel. Bon, je voulais vous remercier à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre à cette session d'information. J'espère que cela vous a plu et qu'on puisse vous avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, nous devons terminer maintenant, mais vous avez mes contacts, donc n'hésitez surtout pas à m'écrire ou à m'appeler si vous avez n'importe quelle question. Voilà, je serai là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Bon, voilà, donc je vous remercie encore et je vais à vous souhaiter alors une très excellente journée. Si vous voulez dire quelque chose avant de terminer, Lionel, je vous en prie. Merci beaucoup et grand plaisir de vous accueillir à HEC. Pareil. Merci. Très bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.